Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une FAQ en couple. C'est un format qui a l'air de vous avoir plu l'année dernière, donc on s'est dit pourquoi pas le refaire encore une fois aujourd'hui. Je te propose qu'on commence directement à répondre aux questions. Tu voulais pas dessiner un truc? Mais oui, j'ai oublié. Aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire un petit projet artistique en couple, faire un tableau mais à deux. Et pendant qu'il y en a un qui parle, l'autre il va dessiner. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que je ne connais absolument pas les questions. Je les ai pas regardées. Elle les a choisies de son côté. Donc je sais pas s'il y a des questions un peu. On va voir. Ça va être rigolo. Valentine BLDI nous demande votre premier bisou c'était où? Oulala. Question toute mignonne pour commencer. Toute mignonne, alors que putain, il n'y a pas eu qu'un premier bisou la première fois. Ouais, c'est clair. En fait, ça fait longtemps que les gens ils nous disent mais c'est quoi cette soirée plage, etc. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une soirée plage qui a tout lancé. Donc on était, je me rappelle très bien, c'est le 5 juin 2021. Nous, on se connaissait depuis novembre de l'année d'avant. Et il y a eu une petite soirée plage qui avait été organisée sur une crique du côté de Chiba. Moi, j'étais pas censé être invité à la base. Et au final, c'est Fanny qui m'a dit ah vas-y, on va là-bas avec des copains. Est-ce que tu veux venir? Donc elle m'a invité. Et moi, j'étais super content parce que je me disais waouh, trop bien. Elle me plaisait beaucoup à la base, mais moi je partais défaitiste du fait que je me disais je pense pas que je lui plais. Moi je partais du principe que elle préférait peut-être plus les japonais. Donc je me suis jamais vraiment fait de film, mais il y a eu cette fameuse soirée plage où on a passé un peu toute la nuit, on était pas mal alcoolisés, il faut le dire, on était pas mal alcoolisés. J'avoue que ça a pas mal aidé peut-être aussi parce que juste pour rajouter un petit peu dans le contexte, moi aussi tu me plaisais beaucoup à l'époque et quand je l'ai invité, je me suis dit jamais il serait intéressé. En plus, souvent tu parlais avec les collègues et genre tu leur racontais pas tes aventures, mais genre tes désarrois avec tes copines japonaises. Et du coup, j'étais ah oui, bon c'est sûr, il est intéressé par les japonaises et voilà quoi. Ouais, et puis même moi, la première fois que je t'ai rencontré, t'étais avec un gars, avec un japonais encore et tout, tu vois. Donc voilà, dans tous les cas, chacun dans notre tête, en fait, on partait du principe que l'autre n'était pas intéressé et on aurait pu s'arrêter sur ce quiproquo-là. Ça n'a pas été le cas parce qu'on se retrouve à cette soirée plage. Les zigotos avec qui on était, eux, ils finissent complètement rincés, vraiment. La soirée, ils l'ont fini, la queue entre les jambes. Et au final, on se retrouve un petit peu entre timides, sur le bord du feu, il y avait un feu sur la plage, on s'est mis un peu l'un à côté de l'autre pour se réchauffer en pleine nuit. On allait voir les lucioles, putain les lucioles ça c'est toute une histoire aussi. Mais du coup alors on a beaucoup discuté, et puis à un moment, vers je sais pas quelle heure il était, peut-être 3h du mat, on se dit ouais putain on commence à être un peu fatigué quand même, tu vois. Mais on s'était déjà pas mal rapprochés via nos discussions, et on a piqué la tente de quelqu'un. Non, on n'a pas piqué que sa tente, on a piqué la tente et le sac de couchage de quelqu'un. Et on était en mode vas-y, on est trop fatigué, il faut qu'on aille s'allonger. Et puis au final, on s'est allongé, et puis petite caresse, petit rapprochement et petit bisou, et je n'irai pas plus loin. Je m'attendais pas à ce que tu rentres autant dans les détails. Moi je pensais juste parce que la question c'était où votre premier bisou? Du coup moi j'allais dire c'était sur une plage à Chiba, une plage perdue dans les montagnes. On a même vu des biches et tout, c'était vraiment magique, féerique, on a vu des lucioles. Moi j'aurais juste répondu ça. Il a tous les détails quoi. On va répondre à la seconde question de Nakinai qui nous dit bonjour Fanny, quel sera votre prochain voyage au Japon ou d'autres destinations en vue? C'est une question qui est un petit peu plus large, ça concerne pas forcément notre couple, mais bon dans tous les cas, à chaque fois qu'on part en voyage c'est en famille. La semaine dernière, on était censé partir à Otsu. Je vous en avais même parlé sur la chaîne, je vous l'avais vendu et tout en disant que c'était une région qui était magnifique, qu'on allait découvrir ça, que ça allait être le plus long road trip qu'on a jamais fait de notre vie. Et malheureusement, on a chopé la crève. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez de quoi je parle. Sinon, prochain voyage, mais ça, j'en suis pratiquement sûre. J'aimerais bien faire un road trip à Kyushu d'une dizaine de jours à peu près, voire plus, peut-être 2 semaines. Le but, à chaque fois en fin d'année, nous, c'est de fêter l'anniversaire de notre fille qui est née fin décembre. Et le petit rituel qu'on a dans la famille, c'est de l'amener dans des parcs d'attractions, et notamment les parcs Ampaman, parce qu'elle est fan de Ampaman. Elle a encore l'âge d'apprécier ce genre de petits dessins animés. À Fukuoka, donc la ville principale de Kyushu, il y a un parc Ampaman aussi. Donc on s'est dit, pourquoi pas aller là-bas cette année, parce qu'à chaque fois on change de région, on va dans des nouveaux parcs, on n'est jamais allé à celui de Fukuoka. Sinon, mis à part les road trips en famille et tout, moi j'hésitais à partir en Corée. Je suis jamais allée, du coup j'aimerais bien découvrir ce pays-là et tout, pourquoi pas. Affaire à suivre. Alors, prochaine question, c'est donc moi qui vais vous la citer, c'est une question de Marie BRTCRB. Si YouTube n'existait pas, vous auriez choisi quoi comme métier? Ah c'est rigolo, parce qu'on n'est pas du tout youtubeur à la base. Moi dans un premier temps, j'ai un métier que je fais toujours. Je travaille dans les médias aujourd'hui.
Japon. Donc je fais principalement aujourd'hui de la télévision. Je fais des émissions de télé, parfois en tant que chroniqueur. Je participais à des émissions de manière générale. YouTube aujourd'hui c'est un plus et j'ai réussi à mélanger on va dire un peu les deux pour avoir une espèce d'équilibre. Mais par contre, quelque chose que je dis souvent, c'est que si j'avais pas fait tous ces métiers-là, les métiers artistiques, un métier qui m'aurait plu, je pense, c'est prof. Prof de quoi, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais été prof de langue japonaise? Est-ce que j'aurais été prof dans d'autres domaines? Je ne sais pas, mais le fait de transmettre des choses comme ça, transmettre des connaissances, apprendre un truc, le transmettre aux gens, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire avec ma chaîne YouTube aussi. Et c'est quelque chose qui me plaît pas mal, donc je pense professeur, ça m'aurait plu. Ouais. Si t'es obligé de rentrer en France demain, est-ce que tu deviendrais prof de japonais? Non, parce que j'ai goûté au métier artistique et je peux pas aujourd'hui faire autre chose que de l'artistique. Et il faut que tu répondes maintenant, ma chérie. Si j'étais pas youtubeuse, moi je pense que j'aurais eu un parcours beaucoup plus classique entre guillemets, parce que est-ce que c'est vraiment un parcours classique que de vivre au Japon? Je suis pas sûre. Mais dans tous les cas, avec mes diplômes et tout, j'aurais certainement un visa travail comme j'avais avant et je dépendrais certainement de mon travail. Et donc, ce serait un parcours beaucoup moins artistique que ce qu'on fait aujourd'hui. À mon avis, moi, mon parcours, ça aurait été un peu salaryman, salarywoman. Ça serait pas forcément quelque chose que j'ai choisi moi-même, mais je pense que je serais plus dans tout ce qui est culturel entre la France, le Japon et tout. En soi, je pense que ça peut être des métiers qui sont très très cool et super intéressants, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je préfère largement ce que je fais là actuellement. Avant que YouTube, ça devienne vraiment quelque chose avec lequel tu arrives à vivre, je sais que tu me parlais beaucoup du fait de vouloir travailler dans tout ce qui est touristique, etc. aussi. C'en est où ça dans ta tête? Oui, ça aussi. Mis à part les trucs culturels, le secteur du tourisme, surtout que ça explose en ce moment au Japon, ça aurait été une voie, peut-être même la voie principale que j'aurais pu prendre. C'est vrai que c'était un projet que j'avais quand j'habitais à Paris, donc même avant de venir au Japon, je m'étais dit j'aimerais trop ouvrir une agence touristique qui permettrait aux Français de voyager au Japon, de choisir des itinéraires sympas et tout. Mais finalement, avec le temps, c'est vrai que j'ai évolué vers d'autres chemins. C'est un petit peu parti aux oubliettes. Entre-temps, elle a découvert les sponsors YouTube. Non, c'est pas ça, mais en fait, c'est tellement devenu mainstream un peu maintenant de venir au Japon. Je trouve ça un petit peu moins intéressant, tellement il y a des gens qui le font déjà en fait. Et moi, je sais qu'à l'époque, tu me disais, tu voulais passer ton permis, acheter un van et faire des road trips où genre tu prends les gens, tu les fais voyager. Faire guide touristique et voyager en van dans le Japon. J'ai toujours pas mon permis, donc ça risque pas déjà. Hein, mais oui, c'est vrai que c'était un projet que j'avais. Putain, j'avais oublié. T'avais oublié? Moi, je l'ai encore en tête. Hein. Je pense que dans tous les cas, on ferait des métiers qui sont en rapport avec le Japon. On est venu tellement jeune ici que le Japon, ça représente trop de choses pour nous et surtout, c'est un domaine dans lequel on est calé aujourd'hui. À moins de faire une totale reconversion, c'est vrai que les domaines dans lesquels on est compétent, c'est des domaines liés au Japon. Prochaine question de Anarcho 78 250. Bonjour, est-ce que vous redoutez une perte d'audience avec la future loi française qui va interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes et par conséquent à tous ceux qui refuseront de donner leur carte d'identité pour prouver leur âge? Franchement, pas spécialement, et je pense que si c'est le cas, ça sera vraiment minime. Moi personnellement, j'ai pas beaucoup, dans mon audience, il y a vraiment très peu de pourcentage où c'est moins de 15 ans. Donc je m'inquiète pas. On a quasiment zéro. Autant toi que moi, on a à peu près un public similaire. C'est des gens qui ont notre âge en fait. En dessous de 18 ans, j'ai quasiment personne. C'est compréhensible par rapport au sujet qu'on traite aussi. C'est pas le genre de sujet qui vont toucher les plus jeunes. La plupart du temps, les plus jeunes, ils vont plus être sur des vidéos divertissement par exemple. Donc je pense que ça va peut-être un peu impacter des youtubeurs très divertissement, des youtubeurs concept, mais nous clairement, je pense absolument pas que ça va nous impacter. Ils sont trop mignons les petits canards. Mesdames et messieurs, un TDAH devant vous. Il y a quelqu'un qui te l'a mis en commentaire de ta dernière vidéo. Genre le timecode TDAH, toi qui es en train de parler, oh un pigeon. Et de toute façon, je suis pas sûre que les nouvelles lois qui vont passer là, ça concerne YouTube. Je crois qu'il y a un point d'interrogation encore là-dessus. Donc on sait même pas si on va vraiment être touché par ça ou pas. Dans tous les cas, la plupart du temps, surtout quand on fait des contenus comme le nôtre, on a une démographie qui nous ressemble. Nous, on a vraiment un public de darons pour le coup. Donc on s'inquiète pas trop, ça va. Il y a Jenna no Manga qui nous dit « Devenir japonais, c'est raisonnable dans votre situation. Mais Mitsu n'a-t-il pas un pincement au cœur de renoncer à sa nationalité française? Qu'en est-il, mon chéri ?» Je vais y répondre, mais j'aimerais bien parce que je te pose jamais la question et je vais en profiter. T'en penses quoi, toi, de ça? Du fait que moi, je change de nationalité pour devenir japonais. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et je pense que c'est ça que les gens ont peut-être envie d'avoir. Moi, j'en ai beaucoup parlé de mon point de vue à moi. Je veux vraiment avoir le tien pour le coup. Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi de vraiment réfléchir à cette question puisque le concept de nationalité, il est très flou dans ma tête. C'est difficile d'avoir un attachement à une nationalité. Je dirais pas que je jetterai ma nationalité française demain pour devenir japonaise, mais en tout cas, si toi tu le fais, moi, ça me touche pas dans le sens où, que tu deviennes japonais ou français, ça change rien en soi. Et au contraire,
contraire, je pense que ça nous facilitera la vie sur plein d'aspects ici, dans la vie de tous les jours. Et vu que nous, notre but, vraiment, c'est de pouvoir faire notre vie ici, de pouvoir être stable ici, je vois pas de points négatifs. Et puis, moi, dans tous les cas, je vais garder ma nationalité française. Donc, comme on est un couple marié, c'est encore mieux, en fait, qu'il y ait les deux nationalités, je pense, parce que du coup, on aura les deux avantages. Donc, moi, un pincement au cœur, parce que Mitsou va changer de nationalité, forcément, ça me le fait pas, parce que ça me concerne pas directement. Enfin, c'est pas moi qui change de nationalité, tu vois. Moi, je me suis jamais vraiment posé la question. Aussi, moi, ce que j'observe en tant que femme de Mitsou, c'est que lui, il est beaucoup plus japonais que français. Dans tout, dans sa manière de vivre, dans sa manière de penser, etc. Il le dit souvent lui-même, il a commencé sa vie de jeune adulte ici, et donc ouais, t'as vraiment l'impression d'appartenir à ce pays-là et pas spécialement à la France. Je pense que si là on renvoyait Mitsou en France, il se sentirait déraciné. Donc pour moi, ça serait, c'est le mot. ça serait plus une sécurité pour lui, même avant nous, même avant notre famille, pour lui-même en tant qu'individu, devenir japonais, je pense que ça serait une sécurité de fou en fait. En vrai, je pense que t'as tout dit. Moi, le seul truc que je rajouterais, c'est on est une famille de Français. Et je pense que ça change tout. Ah ouais. C'est qu'en fait, on n'a pas le même point de vue, la même vision de la chose que si j'étais ou que tu étais marié avec un japonais, une japonaise. C'est-à-dire que là, en fait, le fait d'avoir au moins une personne dans la famille qui est japonaise, c'est mine de rien un ancrage, une sécurité pour toute la famille qui, je trouve, est important. Je me sens tellement intégré ici et je me verrai pas habiter ailleurs ni quoi que ce soit. Mais si en plus ça me permet de sécuriser ma famille, le choix est tout tracé. Le pincement au cœur, je l'ai pas parce qu'encore une fois, j'ai une femme française, j'ai une fille française. J'aurai toujours mes liens avec la France. Il y a la nationalité dans ton cœur et la nationalité bout de papier. Et pour moi, la nationalité dont on parle, c'est la nationalité bout de papier. Et c'est juste une question de passeport au final. Donc voilà, c'est à peu près ce que moi j'en pense aujourd'hui. On a une question de Legendary Fluff. Quelle est la qualité chez l'autre que vous aimeriez avoir, vous pousse à vous... Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Quelle est la qualité chez l'autre que vous aimeriez avoir, vous pousse à vous améliorer? Une qualité que j'apprécie beaucoup chez mon chéri, c'est déjà son intelligence. Il me dire mais non, rien, tu vois, j'en étais sûre que t'allais faire cette tête. Et sa capacité à pouvoir se remettre en question à chaque fois, surtout. Et même quand on a des petits trucs dans le couple, genre quand je te fais une remarque, là où ça pourrait partir en dispute, et ben c'est pas le cas parce que tu m'écoutes vraiment dans ce que je te dis. Et ça, je trouve que c'est vraiment une qualité qui est très très cool. Je pense qu'on l'avait déjà dit l'année dernière, mais ce qui est fascinant, c'est que là, on arrive donc bientôt à nos 5 ans et on s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu de grosses disputes. Mais des fois, il y a des trucs, genre... Ouais, c'est pas des disputes, c'est des discussions. On discute parfois en disant, bah là, tu vois, il s'est passé ça, etc. Mais ça n'a jamais été une dispute, dans le sens aucun de nous deux n'a jamais levé la voix. Pour avoir connu des relations où, pour le coup, souvent, malheureusement, il y avait des disputes. Je pense qu'on est tous les deux pareils, où on aime bien arranger les choses de manière calme, calmer les choses par la discussion, et c'est cool. Et même aujourd'hui, je vais vous dire, je suis content qu'on soit un couple comme ça aussi pour la petite. Bah, je suis content qu'on ne se dispute jamais devant c'est la bébé, pire chose, c'est qu'on se dispute pas tout court, mais le fait que de ce fait on ne se dispute jamais non plus devant notre fille, c'est quelque chose qui me rassure, c'est sécurisant, totalement. Elle voit que de l'amour de la part de ses parents. Je pense vraiment, genre les pires trucs qu'il puisse y avoir dans notre foyer, c'est quand je te dis non mon chéri, t'as encore mangé tout le pain, on va faire comment pour le petit déj? T'as bu tout le lait. Ouais, mais arrête de boire le lait. Mini, elle en aura pas demain matin. Et du coup moi le soir qui sort dans le froid au combini pour aller acheter du lait pour le lendemain. Mais tu vois, ça c'est une qualité. Parce que genre tu te vexes pas en mode oh c'est bon, j'ai le droit de boire du lait, tu vois. Genre tu dis ah oui c'est vrai, désolé, je vais aller en acheter maintenant. Et genre ça règle le problème tout de suite. Mais du coup ça répond pas à la question. Une qualité que tu as, que j'aimerais bien avoir, moi c'est peut-être ta manière de travailler. Oh, je ne te le souhaite pas. Je ne te le souhaite pas. Ma manière de travailler. Ouais. Oh mon Dieu, jamais de la vie. Non mais t'entends quoi par ça? Parce que moi on n'entend pas la même chose, je pense. Genre ta créativité, le fait que quand tu fais du montage, par exemple, t'as plein d'idées qui fusent et t'arrives à les mettre en place, t'arrives à faire le montage et tu t'intéresses au montage, tu regardes des vidéos à ce propos et tout pour que ce soit vraiment parfait et tout. Alors que moi, j'ai plus tendance à faire le job et j'essaye quand même de faire des montages de qualité. Moi, je te trouve super créative. Ouais, mais genre toi, t'as plein de rêves, par exemple, tu vois, moi, j'en ai pas. Mais ça, c'est du travail, ça se fait sur les années. Là où t'es dur envers toi-même, c'est que ça fait pas longtemps que t'es sur YouTube et ça fait surtout pas longtemps que tu fais un métier créatif. Moi, je trouve qu'au contraire, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de création artistique en soi, à part le dessin où t'es très forte, mais la seule différence, c'est juste une différence temporelle pour moi. C'est-à-dire que je me suis lancé dans la vidéo en 2015-2016. Ça fait 10 ans maintenant, tu vois, que je fais des vidéos. Ça fait
5 ans que j'en fais sur YouTube, mais ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Et en 10 ans, j'ai eu le temps de regarder plein de choses, j'ai eu le temps de me parfaire tout un tas de références. Et c'est ça dont je me sers, c'est dans ça que je puise pour faire mes vidéos aujourd'hui. Après, c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu otaku qui fait que j'ai tendance à... moi, je suis capable... Et je pense que c'est ça que tu veux dire, mais je suis capable de mater 3 heures de vidéo d'un gars qui va t'expliquer comment faire un effet qui dure 2 secondes dans une vidéo. Mais en termes de créativité, moi je trouve qu'au contraire, et les gens qui regardent la vidéo pourront te le dire, t'es ultra créative. Et tu l'es beaucoup plus que certaines personnes qui sont sur YouTube depuis 10 ans. Franchement, pour quelqu'un qui est sur YouTube depuis un peu plus d'1 an à peine, c'est génial ce que tu fais. Bah merci. Non mais vraiment. Et toi du coup ? Il y a quelque chose sur lequel Fanny et moi on se complète bien, c'est qu'on ne stresse pas pour les mêmes choses. Il y a des choses pour lesquelles Fanny va facilement stresser et je vais réussir à être très terre à terre. Là où par contre il y a des choses pour lesquelles moi je vais stresser mais à un niveau maladif et où toi tu sais être très terre à terre. Et je pense que ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir, c'est être capable de se dire t'inquiète ça va aller. Un truc con hein, mais une vidéo elle marche pas trop bien, toi tu vas te coucher tu vois. Moi une vidéo elle marche pas, je fais une insomnie. Ce genre de truc, c'est fou, hein, mais mentalement, t'es plus saine que moi. Oui, non, mais moi je le remarque ça aussi quand même. J'ai beaucoup d'anxiété, je pense quand même, mais pas la même que toi. Mais c'est là où c'est bien, parce que si on stressait pour les mêmes choses, ouais, tu vois, ça serait invivable. Oh, mais vraiment, on ne vit plus, on est mort depuis très longtemps, si c'était le cas. Et après, je pense, c'est dur à décrire, mais de manière générale, ton humanité. T'es profondément humaine. Je confirme, je ne suis pas un extraterrestre. Pas dans ce sens-là, dans le sens où tu vois le beau un peu partout, autant chez les gens que dans la nature. Ça fait du bien d'être à côté de toi. Des fois, j'aimerais bien être comme toi, réussir à faire le vide dans ma tête et à juste apprécier la beauté de tout ce qu'il y a autour de moi, que ce soit la nature, que ce soit les gens. Et j'ai tendance à tellement m'enfermer dans ma tête pour réfléchir à tout un tas de choses dont parfois j'ai même pas besoin, que parfois j'oublie en fait de voir les choses qui sont magnifiques juste à côté de moi ou de profiter. C'est quelque chose vraiment que je t'envie beaucoup. Et après, t'as trop de qualités, ma chérie. Je vais pleurer. Ce sera un podcast si je devais dire toutes tes qualités, mais... En vrai, ça fait du bien d'entendre ça parce que moi, on m'a toujours dit que j'étais chiante parce qu'à chaque fois, je m'arrêtais tous les mètres pour dire oh, regarde ça. Du coup, ça me fait du bien au cocolo. Merci. Ok. Par contre, ce que je trouve incroyable, les gens, et ça vraiment vous le savez pas, hein, c'est que Fanny, premier degré, elle a un super pouvoir. Elle a les sens qui sont tellement développés. Elle est capable. Et vraiment, c'est pas une blague. Là, je suis pas en mode blague. Je suis Prum Dog. C'est du sérieux. On marche dans une rue, elle va sentir une odeur. Elle va commencer à chercher d'où vient l'odeur. Je vous promets, des fois, l'odeur, elle vient de 3 rues plus loin. Des fois, elle sent une odeur de fleurs. On cherche. 3 rues plus loin, il y a une fleur plantée. Elle l'a sentie à 300 mètres. Je ne comprends pas comment elle fonctionne. D'ailleurs, tu disais non, je ne suis pas un robot. Excuse-moi de me poser des questions, d'accord ? C'est pas normal. C'est pas normal. Des fois, elle est dans la chambre en haut. Je me fais cuire une pizza. Elle m'envoie un message en disant t'as fait cuire quoi ? Je ne comprends pas comment tu fais, d'accord ? Et encore, il y a des trucs que je te dis pas. Hein. Je sais quand t'as mangé du Nutella et que tu le caches. On va passer à la question suivante. Let's go. L'Elnétian, j'ai vraiment du mal à chaque fois à lire les pseudos. Tu le lis comment, toi ? L'Elnétian, ouais. Conseil pour faire durer la magie dans un couple. Alors là... Tu veux le vrai ou le... Moi, je pense le truc principal, c'est la communication. Mais vraiment, c'est le truc qu'on va vous allez dire, ah, tout le monde le dit. Non, mais c'est vrai. Quand vous en arrivez à un moment où vous ne vous parlez plus, où vous vous cachez des choses, pas dans le sens vicieux, mais dans le sens où tu prends même plus la peine de parler de quelque chose que tu as vécu à ton conjoint, par exemple. Je pense que c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui se casse. La complicité, elle se travaille sur la communication, tu vois. Je pense sincèrement que c'est quelque chose que nous, on a beaucoup. C'est le fait qu'on se dit absolument tout et on se cache jamais rien. Garder la magie du couple, en fait, je pense que ça peut être plein d'aspects. La complicité, la garder au quotidien, le fait de passer beaucoup de temps ensemble. Après, nous, c'est particulier parce qu'on vit ensemble, bon, ça c'est logique, mais on travaille ensemble, on travaille de la maison tous les deux, donc on est tout le temps ensemble. Je pense que passer du temps, ça peut aider à garder cette magie-là. Il y a un peu des deux parce que je pense qu'il faut passer beaucoup de temps ensemble et aussi savoir se donner le temps, parfois d'avoir du temps pour nous, tu vois. Donc en fait, c'est cet équilibre. C'est passer du temps important ensemble, passer des grands moments ensemble. Chez le médecin, on y va ensemble. Dès qu'il y a un voyage, on y va ensemble. Dès qu'il y a un truc à faire, on y va ensemble. Mais à côté de ça, on se garde des petits moments à nous. Avoir ces petits moments où on peut se retrouver seul avec nous-mêmes ou voir des amis, etc. C'est important dans tous les cas. Il faut pas que ce soit les moments cheap que vous passiez ensemble, que ce soit les moments marquants. Ces moments marquants, si vous en passez plein ensemble, vous avez donc tout un tas de souvenirs. Et je pense que c'est ces souvenirs forts passés ensemble qui petit à petit créent une espèce de mosaïque de votre couple et qui vont faire que vous avez vous-même le sentiment que vous êtes un couple fort. Parce que vous avez tous ces exemples forts dans la tête de on a fait ça ensemble, on a surmonté ces épreuves-là. Et je pense que c'est peut-être ça le plus fort. Je le pense en le disant, mais plus je le dis, plus je me dis ouais, je dis un bon truc là. J'ai l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Tu dis un bon truc. Et puis se soutenir dans les moments difficiles, aller à l'hôpital ensemble pour amener la petite et tout. Je sais qu'il y a énormément de couples où c'est tout le temps la maman qui fait tout. Même pour la vision de la petite, je pense, la manière dont elle nous voit. C'est trop important. De voir que tous les moments importants, on est là pour l'accompagner, tu vois. Je pense que même elle, en grandissant, j'ose me dire que c'est une espèce de, pas de sécurité, mais une ambiance globale dans laquelle elle va se sentir bien, elle sait qu'elle peut compter sur nous, tout ça. Tu vois. Mais du coup, voilà, la magie du couple, ça englobe plein d'aspects. Ça englobe aussi l'intimité. Bien entendu, l'intimité, c'est très important. Et une chose qui peut vous aider dans vos moments d'intimité pour apporter un petit peu de peps et tout, c'est des petits objets fun.
On sent que tu sais pas comment l'amener. Hein. Si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet ou que ça vous gêne, n'hésitez pas à passer à la question suivante. Ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que les câlins, c'est très important, tout le monde le sait, et que parfois, pour éviter de tomber un peu dans la monotonie, avoir des petits objets pour vous aider un petit peu, pour pimenter un peu vos relations, ça peut être cool. Et ça tombe bien parce que ta vidéo est sponsorisée par Ilora. Exactement. Voilà. C'est ça. Merci mon cœur de m'avoir aidé. Je t'ai lancé, tu es sur la bonne pipeline. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ilora, du coup, qui est une marque créée par Tenga, qui est dédiée au bien-être et au plaisir féminin. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter ce produit-là en particulier. C'est le Ilora Pairing. Et donc, c'est leur petite nouveauté qui est utilisable pour les femmes, mais aussi pour les couples. Alors, on va faire un test tout de suite du niveau de vibration. C'est parti. Ce qui est super intéressant sur les produits Ilora, c'est de manière générale la sensation du toucher. Elle est ultra agréable sur ces produits. Donc ça, c'est un produit qui existait déjà au Japon et c'est arrivé en Europe aussi récemment. En gros, je pense que vous aurez compris ce que c'est, mais c'est un anneau pour couple qui va produire des vibrations assez intenses, mais qui restent quand même silencieux. Ça, c'est très cool. Et donc, vous voyez là, avec ce petit bouton, vous pouvez régler du coup l'intensité des vibrations, mais aussi vous pouvez mettre un mode rythmique. On a un exemple, ça va faire boum, boum. Boum, ah merci boum, mon chéri de nous donner l'exemple. Vous voyez son design là qui est allongé, il a été pensé pour être utilisé en couple, mais aussi pour stimuler le point C. Le point C, voilà. Donc vous pouvez l'utiliser en couple, mais aussi en solo. Ce qui est intéressant, c'est le fait que maintenant ce soit vendu avec cette petite boîte, ce qui fait que vous pouvez le recharger directement en USB, un peu comme des AirPods en fait. C'est ça. Ouais. C'est très cool parce que c'est discret. Alors la question c'est, est-ce que la batterie va tenir suffisamment longtemps ? Comme c'est un anneau qui serre un petit peu à ce niveau-là, et ben ça te permet de durer plus longtemps. Oh. Avec ça. C'est un point intéressant quand même, c'est bon à enfin, savoir. Au bout d'un moment, on n'en finira jamais, quoi. Bah ouais. Comme tu le disais, c'est fabriqué avec un silicone qui est hyper doux. C'est super doux au toucher, vraiment, ça c'est typique de tous les produits Ilora. Et en plus, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez le mettre dans l'eau, donc vous pouvez le nettoyer dans l'eau sans souci. Voilà, donc si vous voulez l'utiliser dans le bain pour vous faire plaisir. Vous pouvez faire ça aussi. Ouais. Voilà. Donc voilà, nous c'est un produit qu'on vous recommande vraiment. Ça fait plusieurs années qu'on utilise ça. Hein. Nous on avait la version Tenga. J'avais la version Tenga d'avant que j'avais acheté. J'en ai même acheté 2, je sais pas si tu te rappelles. Oui, ouais, t'inquiète, ils sont toujours dans le tiroir. C'est vrai que c'est super sympa, c'est super pratique, ça apporte un petit truc en plus, voilà, ouais, à vos ébats. Même si vous l'utilisez pas tout le temps, c'est assez appréciable. Moi j'aime bien. C'est appréciable, ouais. Puis pour les moments à deux, ça ajoute un petit peu de fun, quoi. Ça change un petit peu. Et puis ce côté aussi où tu prends du plaisir, tu vois l'autre prendre du plaisir, il y a un échange en plus. C'est vrai que cette complicité, on parlait de complicité, mais là on est vraiment purement dedans. Je trouve que ça peut ajouter un petit peu. Donc personnellement, c'est vrai que c'est moi qui fais ta sponsor là, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que non, franchement, premier degré, c'est vraiment quelque chose que moi aussi je recommanderais aux gens. Et je l'ai déjà fait d'ailleurs un hors sponsor quand les gens me demandent, quand ils viennent au Japon, ils veulent tous acheter un truc Tenga et tout, et je leur dis alors. Le cup Tenga, c'est une chose, mais à côté de ça, prenez aussi un petit toy pour vous, pour votre chérie. Et la plupart du temps, c'est celui-là que je conseillais. Donc c'est cool de voir une nouvelle version. Et d'ailleurs, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc si jamais vous voulez faire un cadeau à votre chérie, franchement, moi je trouve que c'est le cadeau parfait. Je dis ça comme ça. Hein. Oui, totalement, ça tombe à pic. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, moi j'ai un petit code promo à vous partager. Si vous passez par mon lien en description et que vous mettez mon code Fanny15, vous aurez 15% de réduction sur votre commande dès 15 € d'achat. Encore une fois, merci à Ilora d'avoir sponsorisé notre vidéo. Et puis nous, on passe à la suite. Est-ce qu'on bouge ? On va bouger, il fait froid. Hein. Tu veux qu'on aille dans le café ? Ouais, allez, on fait ça, on bouge parce qu'on commence à avoir un petit peu froid. Dès qu'on passe à l'ombre, c'est bon. Ou sinon, j'ai un beau produit pour qu'on se réchauffe. Nous sommes de retour. C'est bon, on s'est installé dans le petit café qui va dans le parc. Et c'est très cool parce que déjà, il n'y a personne dedans. Et surtout, la nourriture italienne a l'air exceptionnelle. Je me suis pris un petit sundae caramel. On n'en trouve jamais au Japon des sundae caramel. On va répondre à la question, je pense que tout le monde se pose. Jojochi qui nous dit la question qui nous titille tous les lèvres. Y a-t-il un projet de deuxième enfant ? Putain, mais on nous la pose tout le temps. Non, mais c'est celle qui est revenue. J'ai l'impression que tous les mois on nous pose la question, quoi. Je te laisse y répondre. Ah bah, c'est ça. Peut-être si des drômes, je vais devenir accro. Je suis pas seule à faire un bébé, on est deux, donc toi aussi tu vas devoir y répondre, mon chéri. Le projet bébé, si, moi, enfin en tout cas de mon côté, il est toujours d'actualité. Je sais pas, toi. En fait, la dernière fois, on a eu une discussion dans la voiture et tu m'as dit oui, d'ici 2-3 ans, on sera bien, je pense, pour avoir un deuxième bébé. Dans ma tête, c'est plutôt parce que je commence à me faire vieille. Non, pas tant que ça en vrai. Je vais avoir 32 ans cette année. Oh la vieille peau. Ouais, mais je commence quand même à me poser des questions parce que je sais que plus tu vas loin dans l'âge, moins t'as de chances d'avoir un enfant. Plus c'est compliqué aussi, tu vois, au niveau de la fatigue et tout. Donc je me dis qu'en vrai, maintenant, là, ça serait le bon moment pour avoir un deuxième bébé. Mais le truc, c'est que on est tellement dans une situation où on n'est pas vraiment sûr
Déjà, que ce soit au niveau du visa, on n'est pas sûr au niveau de nos salaires. Nos salaires, ils changent tous les mois, etc. Donc c'est un peu difficile de se projeter par rapport à ça. Quand Mini, elle est arrivée, quand toi t'es tombée enceinte, on se disait déjà la même chose en fait. On se disait, allez, d'ici 2-3 ans, on essaiera d'avoir un enfant. Au final, elle est arrivée, on s'est débrouillé, on est très content comme ça. Si on réfléchit trop en mode est-ce qu'on est dans la bonne situation, etc. Alors, bien entendu, c'est important, hein, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Tu le fais jamais. Mais c'est ça, tu le fais jamais parce que c'est jamais le bon moment. Alors que quand ça arrive, tu te rends compte que, et on l'a vu avec Mini, hein, que bah, tu t'en sors très bien et ça se passe très bien, tout ça. Donc moi, je me dis, ça va arriver quand ça va arriver. Après, oui, il faut pas trop tarder non plus. Mais quand ça arrivera, je sais qu'on sera prêt et voilà. Si ça arrive le mois prochain. Si ça arrive le mois prochain, tu tombes enceinte et ça veut dire que on aura un autre bébé de décembre. Mais c'est trop bien. Et ça veut juste dire qu'on a jusqu'à la fin d'année pour se préparer, tu vois. Il y a un autre point aussi qu'il faut prendre en compte. Je disais dans ma précédente vidéo, c'est que je sors tout juste, j'ai l'impression, du postpartum. Je commence tout juste à réaimer les choses que j'avais oubliées. Et ça fait du bien quand même de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Donc c'est vrai que là, retomber là-dedans, retomber dans la période nouveau-né, etc. et être, tu vois, genre dans ce cocon-là. Je sais pas si je suis prête à genre tout de suite me retrouver dans ce cocon-là. C'est rigolo parce que du coup, c'est toi qui te sens prête et en même temps tu te sens pas prête, tu vois. Moi personnellement, j'ai pas les contraintes que toi en tant que femme, en tant que maman, en tant que personne qui va porter l'enfant, en tant que personne qui vit le plus, le postpartum, etc. T'as des contraintes que moi, je ne vis pas. Je les côtoie, je vis avec toi, mais je ne vis pas personnellement, physiquement, ces contraintes-là. Donc moi, dans tous les cas, mentalement, tu sais que oui, si j'ai un autre enfant avec toi, je serais très content, un ou deux, ou on sait pas, si on a des jumeaux aussi. Avoir d'autres enfants avec toi, dans tous les cas, ce sera jamais au contraire. Je serais très heureux de ça. C'est plus toi, en fait. Moi, j'attends que toi, tu te sentes vraiment prête à tous les niveaux pour ne pas, je vais pas dire regretter. Oui, non, il y aura pas de regret. Il y aura jamais de regret. Cas, ouais. Mais là, comme tu disais dans ta dernière vidéo, le fait qu'en ce moment, t'es contente de réussir à reprofiter de choses que tu avais mis de côté. Il vient de là aussi, moi, mon 2-3 ans. Il y a le fait de se mettre dans une sécurité au niveau de notre situation, mais aussi le fait que toi, est-ce que t'as pas envie de profiter un peu avant d'avoir un enfant? Après, moi, je suis issu d'une fratrie où avec mon frère, on a 9 ans d'écart. On l'a pas mal vécu. Donc moi, en fait, le fait que les enfants, ils aient un peu d'écart d'âge, c'est pas un souci, à mon niveau en tout cas. Moi, je t'avoue que quand je vois Mini qui joue avec des petits bébés, avec ses poupées, qu'elle les borde, elle leur tape dessus pour qu'ils fassent la sieste et tout, genre elle aime bien s'occuper des bébés, tu vois, elle adore les petits bébés. Et je me dis, ça serait trop mignon en vrai qu'elle ait un petit frère ou une petite sœur. Après, si elle s'occupe de son frère, sa sœur, comme elle s'occupe du chat. En fait, pour être honnête, je suis très divisée sur cette question-là parce que j'ai mon cœur et mon corps qui me crient d'avoir un deuxième enfant. Et j'ai mon esprit qui me dit toujours non, attends encore un peu. Mais dans tous les cas, la question c'est oui. On a envie d'avoir. L'envie est là. Ouais, l'envie est là. C'est une question de timing, mais l'envie est là. Ouais. Alors, ensuite, on a un doigt dans le nez qui nous dit bonjour, si votre fille plus tard souhaite vivre dans un autre pays, quelle sera votre réaction? Franchement, on s'attend à ce qu'elle ait envie de vivre dans un autre pays parce que forcément elle est française, elle est née au Japon, elle a déjà tout ce côté international. Elle connaît ça, tu vois, et ouais, je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'elle le soit. Elle a deux parents qui sont un peu globetrotters, donc je pense qu'elle aura ce côté-là aussi. Nous, on serait plus à la pousser, au contraire. Je ne peux que l'encourager à le faire. On serait des parents horribles d'avoir pris cette décision de partir vivre à l'étranger et de refuser à notre fille. Bien entendu, c'est toujours un peu un déchirement et je pense que c'est un déchirement pour nos mamans à tous les deux qui sont tristes de nous voir habiter à l'autre bout de la planète. Mais en ce qui concerne ma fille et nos potentiels enfants, s'ils ont envie de partir quelque part, moi je les encourage à essayer, au contraire. C'est trop beau en fait, d'essayer d'ouvrir les yeux sur les autres cultures, d'essayer de s'intégrer dans d'autres cultures. C'est trop intéressant, c'est trop enrichissant pour que pour je ne sais quel égoïsme personnel, je puisse le refuser à ma fille alors que moi je l'ai fait. En tout cas, c'est mon avis à moi. Désolé, je t'ai rebalancé le truc pendant que t'étais en train de manger. Tu pensais que j'étais dans un tunnel, t'étais tranquille. Et là j'arrive, tiens les mains, vas-y là, c'est à toi de répondre là. C'est vraiment ça. Je suis totalement d'accord avec toi, à 100% d'accord. Et moi ce qui me fait un petit peu peur quand même, c'est par exemple si elle décide de choisir un pays comme les États-Unis, où on sait qu'il y a beaucoup de problèmes de violence, notamment avec les armes à feu et tout. Ça me fait peur parce qu'il y a un contraste qui est tellement fort avec le Japon, où on se sent vraiment très très en sécurité ici. Je me dis, elle sera pas habituée, tu vois, à aller dans un pays violent. Et ça, c'est le seul truc qui me fait peur. Mais... Ce qu'on appelle le Reiwa Bokeh, c'est être bête par la paix. Dans le sens où en fait on est tellement dans un endroit qui est paisible qu'on baisse nos gardes et donc on est facilement victime dès qu'on va dans un pays où il y a un peu moins cette sécurité. Je pense que nous on l'a déjà un petit peu en vivant ici et elle qui grandit ici, elle l'aura un petit peu comme tous les Japonais au final qui vivent ici, dès qu'ils vont à l'étranger, ils ont ce truc là et c'est pour ça aussi que souvent quand tu prends les scammers, quand tu prends les pickpockets, ils vont souvent viser les Japonais parce qu'ils savent que les Japonais ont tendance à baisser leur garde. Ça, il est incroyable ce sandwich là. Ouais, c'est bon hein. Les gars, je serais d'accord avec ses choix, mais je serais plus rassuré si elle me dit allez papa, je vais vivre, je sais pas moi,
À Okinawa. Ouais. On a une question de Cyril Binet qui nous dit: est-ce que le Japon a une influence sur votre couple à un niveau ou à un autre? C'est très intéressant comme question parce que déjà, de base, tous les deux, on est des gros passionnés du Japon. Genre, on est amoureux de ce pays-là. Avant d'être tombés amoureux l'un de l'autre, on est tombés amoureux de ce pays. Donc si, forcément, je pense que le Japon a une influence sur notre couple. Forcément, sur plein d'aspects en fait. Moi je pense, c'est pas le Japon directement, je suis d'accord avec toi sur ça, hein, mais il y a un truc qui me vient tout de suite en tête, c'est le fait qu'on est deux Français à l'étranger. Le fait d'être deux Français à l'étranger, donc là on parle du Japon mais ça peut être autre part, d'être dans un endroit où les gens ne comprennent pas quand on parle en français. Ça nous apporte une espèce de micro-complicité en plus. Mais grave. Tu vois, il y a des moments où il va se passer des choses autour de nous. On peut en discuter un petit peu, on peut faire un peu nos commères, tu vois, sans être... Et en fait, ça apporte un petit truc en plus. Tu vois, si vous êtes en France, vous êtes dans un café, vous allez discuter, tout le monde comprend ce que vous dites, etc. Le fait de pouvoir de temps en temps discuter entre nous et avoir ce truc de se dire, bah voilà, on est les seuls à se comprendre. C'est que là, on est dans un restaurant, si j'ai envie de dire... Les gens ne comprennent pas en fait. Hier, je suis allée dans un magasin, il y a une fille qui m'a parlé en français, une japonaise. Oh merde. Donc, faut se méfier quand même. À côté de ça, un truc en plus aussi. Les gens, ils nous voient en train de... On est en mode gros goinfre, tu sais, c'est horrible. Je sais pas si la vidéo elle est cool à regarder, là, ils nous voient en train de manger comme ça, tu sais. Bon, j'attends que tu finisses pour la prochaine question du coup. On va passer à la question suivante. Sochart, je suppose que c'est ça, qui nous dit: coucou Fanny, j'ai repensé il y a pas longtemps à une vidéo où tu parlais de ton point de vue en tant que partenaire d'un youtubeur, et ce que ça impliquait en termes de quotidien mais aussi de stress par exemple quant à la sortie de vidéos à venir. Maintenant que tu es toi-même youtubeuse, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi? Comment tu vis l'approche des vidéos que tu veux faire? Je trouvais ça super intéressant parce qu'effectivement ma situation elle a évolué depuis. C'est vrai que j'ai pas vraiment le même regard maintenant vu que je le vis moi-même. À l'époque, je disais que c'était assez difficile, je crois, pour nous parce qu'on ressentait beaucoup ton stress la veille, l'avant-veille des vidéos parce que t'étais toujours en mode j'ai encore tant de montage à faire et tout, et du coup t'étais tout le temps dans ton bureau à travailler de manière intense. Oui, et puis surtout, t'as l'avant et l'après vidéo. T'as l'avant où t'es stressé parce que tu dois finir une vidéo, tu dois faire la meilleure vidéo possible, tu dois faire une miniature, tu dois faire un titre, tu dois faire quelque chose qui va plaire aux gens. Ensuite la vidéo sort et il y a le résultat de la vidéo. Ouais. Et si le résultat est bon, la plupart du temps tu passes une bonne journée le jour d'après. Si le résultat est pas ouf, tu peux avoir l'esprit totalement miné le lendemain. Ouais, c'est ça. Et toi, ça te le fait très fort quand même. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi ton ressenti maintenant que Bah, c'est toi maintenant, qui es je te de ce comprends. côté de la balance? Maintenant, je te comprends d'autant plus, que ce soit le avant ou l'après vidéo, je comprends totalement. Je pense que même si je vis la même chose que toi maintenant, je le gère d'une manière différente quand même. Dans le sens où, par exemple, moi, je me force à finir ma vidéo, même si ça arrive de temps en temps que je doive la monter le jour même. Mais vraiment, mon objectif, c'est de finir le montage un jour avant pour pouvoir passer le week-end avec Mini sans y penser. Et l'après vidéo, quand je vois que j'ai une vidéo qui marche pas, ça me mine assez le moral aussi, mais moins fort que toi. Une vidéo qui marche pas, je suis en mode ça y est, ma chaîne elle est finie, j'arrête YouTube. On va partir du Japon, notre vie elle est finie. Parce qu'il a une vidéo qui a pas marché. C'est vraiment ça. Non mais vraiment. Moi ce qui va se passer, dans le pire du pire, quand j'ai une vidéo qui vide vraiment et que je vois que ça le fait sur plusieurs vidéos de suite, là tu te poses vraiment des questions et tu te dis ok bah peut-être effectivement que YouTube ça va se terminer parce que ça marche plus très bien. Moi dans le pire des moments que j'ai eu, je me suis dit bah au pire j'arrête YouTube et je fais un autre travail quoi. Et la vie elle continue en fait, c'est pas très grave. Alors que toi si ton YouTube il se termine, c'est limite la fin de ta vie. Je comprends aussi hein. Je comprends totalement parce que toi ça fait 5 ans que t'es dessus, t'as quand même donné énormément d'énergie, de temps et tout, donc je comprends totalement ton désarroi quand tu vois que ça se passe moins bien qu'avant. Voilà. Je trouve qu'on dérive extrêmement beaucoup quand on nous pose des questions là, genre c'est long, Oui, mais mais c'est en même temps, intéressant. on a des choses à dire. Tu vois. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi personnellement, c'est mon avis. Vous direz les gens dans les commentaires, mon avis, quand je vois une FAQ où la personne elle répond du tac au tac à chaque question, je regarde pas la vidéo parce que ça m'intéresse pas. Ouais. Je préfère sincèrement quand quelqu'un il prend le temps de répondre, j'ai le sentiment que la personne elle se sent aussi considérée, tu vois. Ouais. Que la personne elle prend vraiment le temps de lui répondre comme il faut. Et puis j'ai l'impression aussi d'apprendre des choses. Alors que quelqu'un qui c'est quoi ta couleur préférée? Bleu, suivant. Mais après, il y a peut-être des gens qui préfèrent quand c'est plus court aussi, je sais pas. Moi je préfère quand c'est bien long. Alors il y a Camille Sedo. Camille, êtes-vous toujours d'accord sur l'éducation de Mini? Sinon, comment vous gérez ça? Ah ça c'est trop bien parce qu'on en parlait la dernière fois. On se disait mais on a tellement de la chance d'être raccord à ce point-là sur la manière dont on a envie d'éduquer notre fille. À tous les niveaux. Si Mitsu il était pas comme il est dans sa manière d'éduquer Mini ou qu'on était trop différents, parce que du coup on est complètement pareil là-dessus. Moi je pense que je pourrais pas le supporter vraiment. Non mais pareil. Mais moi je me dis c'est une chance qu'on a parce que imagine Ouais. on fait la même chose, la même vie et
genre on est trop amoureux, ça se passe trop bien, on Ouais, se ça doit dispute être pas, Ouais. paf, on a un enfant. Et là t'arrives et tu me dis, ouais franchement, quand elle est passage, une bonne tarte dans la gueule. Mais t'imagines à ce moment-là, l'espèce de... Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête, tu vois? Tu dis, mon Dieu, j'aime tellement cette personne, mais alors par contre la manière dont elle a envie d'éduquer la petite, je ne peux pas. Ça doit être tellement dur en fait. Et je suis tellement content qu'à ce niveau-là, sans en avoir spécialement discuté auparavant, de se retrouver à ce point-là sur la manière dont on a envie d'éduquer notre enfant. Tu sais que ce que tu décrivais là, la situation, ça arrive à beaucoup de couples. Hein. Genre des couples qui sont extrêmement heureux ensemble et tout, et dès qu'ils ont un enfant, il y a le baby clash, et vraiment Ça c'est... s'appelle comme ça s'appelle le baby le clash. baby clash, Ok. ouais. Mais en tout cas, voilà, sur l'éducation des enfants, t'as beaucoup de gens qui en viennent à se séparer justement parce qu'ils sont pas d'accord. Et ça doit être terrible, ça doit être vraiment terrible comme situation. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, franchement, force à vous, parce que j'imagine même pas à quel point ça doit être dur. De manière générale, on s'est mis ensemble, tout a été très très vite pour nous. Mm. Je pense qu'on s'est très vite rendu compte, sans forcément parler directement des choses, qu'on était raccord sur plein de trucs. Et cette confiance qu'on a eue tout de suite l'un envers l'autre, je pense que c'est aussi parce qu'on a senti qu'on était d'accord sur tout un tas de choses, tu vois. Moi, je savais, avant même de tomber enceinte, je savais que ça allait être un bon papa. Genre, Non, moi je savais que t'allais être la meilleure des mamans, tu vois. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en me mettant en couple avec toi, parce que j'étais à une période de ma vie où je commençais à me poser des questions sur le fait d'avoir des enfants, etc. J'ai tout de suite compris qu'on était sur la même longueur d'onde par rapport à ça, et je m'étais dit, ok, si on a des enfants ensemble, je sais que ça va bien se passer. Moi vraiment c'est, tu sais, t'as la checkbox un peu de est-ce que c'est la bonne personne ou pas. Et moi une de mes checkbox que j'avais pas ignorée mais sur laquelle j'avais mis moins d'importance dans les précédentes relations, c'était est-ce que je me projette à avoir un enfant avec cette personne ou pas. Et t'es la seule personne qui a coché cette case tout de suite. Oh. Ensuite, on a une question un petit peu plus bresson, de Parole sauvage comme animal. S'il y avait une catastrophe de type Fukushima ou le Big One, décideriez-vous de vous faire rapatrier en France ou resteriez-vous sur place? Bonne question. Franchement, ça dépend, je pense, du niveau de catastrophe. Ça dépend si notre maison elle est encore debout ou pas. Ça dépend si on est encore vivant ou pas. Ça dépend de plein de choses en fait. Mais dans tous les cas, je pense que, admettons, il y a le Big One, il y a une grosse catastrophe et notre maison elle tient encore debout, on peut encore vivre là. Je pense qu'on restera au Japon. Ils s'y préparent tellement en fait, je pense que ce sera horrible, ce sera un moment horrible à passer, mais il n'y aura pas besoin de partir en France pour se réfugier, je pense. Après, à voir l'état de la ville, etc. Si nous on a la chance de pouvoir partir dans un endroit où on sera à l'abri, vu qu'on a un enfant, etc., pourquoi pas. Mais moi c'est vrai que j'ai jamais vécu de catastrophe comme ça majeure, donc je sais pas comment je réagirais. Peut-être qu'avec Minnie, j'aurais envie de partir le plus loin possible. C'est selon elle aussi, selon nous en tant que parents, qu'est-ce qu'on juge être le mieux pour elle, d'être le plus sécuritaire pour elle dans ce genre de situation. Exactement. Allez, on va répondre à la dernière question parce que déjà le café va bientôt fermer et là il va bientôt pleuvoir, on va devoir traverser le parc, donc il va falloir qu'on se dépêche. Batterie. Ah. Alfred Q8C. Vous êtes un peu zinzin dans votre genre et c'est ok, c'est ça qu'on veut. Lequel des deux est le plus zinzin dans le couple, à votre avis? Est-ce que c'est pas évident? C'est qui le plus zinzin? Moi j'essaye de finir le dessin, mais je pense qu'il est plutôt bien fini. Il est beau, hein. Tu sais ce que j'ai oublié, le principal, dans la tente. Je croyais que t'allais mettre un Iloha ou un... Bah attends, on va faire un petit Iloha. C'est une bite. Pas du tout. Ah oui, non, ok. J'ai vu deux boules. Mais non mais... On fait le reveal du dessin. On fait le reveal du dessin pour finir cette vidéo en beauté. 3, 2, 1... Est-ce que c'est pas un magnifique dessin? Bah franchement, je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, mais du coup, ça En fait, moi, quand j'ai vu arriver le palmier, palmier, je me suis dit, on peut pas louper. Il faut l'endroit où on s'est mis en couple, hein, tout simplement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu, mesdames et messieurs. Ouais. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux et amoureux dans votre vie. Si c'est pas le cas, vous avez un lien dans la description pour un Iloha, mesdames et messieurs. Ça va échauffer votre couple. Let's go. Voilà, on va finir cette vidéo-là. Je t'aime très fort, mon cœur. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Oh, moi aussi. Sur ce, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, le boost aussi, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la nouvelle chaîne de Fanny, Yami Fanny, sur laquelle il y a une très magnifique vidéo qui est sortie la semaine dernière. Une vidéo qui parle de Yamagami, la personne qui a tué le premier ministre japonais. C'est une histoire de fou. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, abonnez-vous à sa chaîne. Et puis voilà. Merci, mon chéri. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je serai sur cette chaîne. Bah ouais. Donc là, voilà, je profite un petit peu pour... moi aussi, je t'aime, ma chérie. Je vous aime, vous aussi. On vous aime très fort. Voilà. À bientôt. Bye bye. Ciao.